Bonjour, chers étudiants et élèves en économie et gestion. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les politiques économiques conjoncturelles. En effet, aujourd'hui et en ces temps de crise, le simple jeu du marché ne suffit plus à rétablir les équilibres fondamentaux des économies des pays capitalistiques. C'est pourquoi l'intervention de l'État devient nécessaire. On parle alors de régulation étatique ou de politique économique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique économique? Quels sont ses types, ses fondements théoriques, ses objectifs et ses instruments, ainsi que les limites à son efficacité? Donc, on peut définir la politique économique comme l'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le but de corriger des déséquilibres économiques jugés dommageables. Ainsi, plusieurs raisons peuvent justifier l'intervention de l'État dans la sphère économique, parmi lesquelles la nécessité de maintenir la cohésion sociale, l'équilibre de marché ou la relance de l'activité économique. On distingue généralement deux grands types de politique économique selon le but poursuivi par l'État. S'il s'agit de contrebalancer un ralentissement temporaire de l'activité économique et réguler l'activité à court terme pour garantir une croissance forte sans déséquilibre, comme le chômage ou l'inflation, l'État mettra donc en œuvre des politiques conjoncturelles. Si au contraire il s'agit de modifier en profondeur et à plus long terme les structures économiques et sociales et structurelles, l'État aura recours à une politique structurelle. Parmi les très nombreuses politiques structurelles, on peut citer les politiques agricoles, industrielles, politiques de recherche et innovation, les actions en faveur des services de santé, d'éducation, etc. D'inspiration keynésienne, la politique économique conjoncturelle, dite de relance, a une origine théorique keynésienne. Elle privilégie les objectifs de stimulation de la croissance économique et de lutte contre le chômage. En cas de croissance faible et de chômage élevé, l'État, selon les keynésiens, peut mettre en œuvre une politique conjoncturelle de relance qui vise à accroître la demande globale, à savoir consommation et investissement, et ce pour stimuler l'activité économique. Cette politique est mise en œuvre à l'aide d'une politique budgétaire et monétaire ainsi que fiscale expansionniste. Pour Keynes, il n'existe aucun pouvoir de rééquilibrage et de stabilisation autorégulatrice susceptible de conduire au plein emploi. L'économie de marché livrée à elle-même ne se suffit pas. Le laisser-faire peut coûter très cher à la nation. L'État se doit donc par conséquent d'intervenir pour éviter de ne pas sombrer dans la dépression et le chômage structurel. Par contre, pour Milton Friedman, l'économie dispose, tant qu'elle fonctionne sans entrave, de forces bénéfiques. On peut penser à la main invisible d'Adam Smith, par exemple, menant au plein emploi et à l'utilisation optimale des ressources. L'économie se suffit à elle-même. L'État se doit de ne pas intervenir, excepté pour libérer les marchés de leur entrave.
Après avoir dominé dans les Trente Glorieuses, le keynésianisme semble avoir atteint ses limites face à la crise de 1970. Depuis, la réduction du déficit budgétaire est devenue un objectif prioritaire et le désengagement de l'État est largement préconisé par un nombre grandissant de pays d'inspiration libérale. Ainsi, la politique économique conjoncturelle dite de rigueur ou de stabilisation privilégie la lutte contre l'inflation et la réduction des déficits budgétaires. Il implique le plus souvent le freinage des effets pervers de la croissance économique. Les politiques de rigueur ont en principe des effets bénéfiques sur les prix, sur les équilibres extérieurs et sur les performances des entreprises. Cependant, ils peuvent avoir des effets dépressifs sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la production. Pour ce qui est des objectifs des politiques économiques conjoncturelles, les objectifs sont la croissance du PIB, le plein emploi, la stabilité des prix ainsi que l'équilibre des échanges et des paiements extérieurs. Ces objectifs sont synthétisés par les 4 indicateurs du carré magique de Nicolas Kaldor: le taux de croissance, le taux de chômage, le taux d'inflation et le solde de la balance commerciale. Les 4 objectifs ne peuvent pas être compatibles ou conciliables. Ce carré est donc réputé magique car l'expérience prouve qu'il est difficile, voire impossible, d'atteindre simultanément les 4 objectifs. La croissance s'obtient parfois au détriment de l'équilibre extérieur. Il est à l'origine d'une perte de valeur des devises et d'une augmentation des importations. Le plein emploi se fait aux dépens de la stabilité des prix, etc. C'est la raison pour laquelle certains objectifs sont privilégiés au détriment d'autres. Face à l'impossibilité de développer tous les pans de leur économie simultanément, les États se doivent donc de faire des compromis. Une hiérarchie de ces objectifs est fréquemment établie en fonction des contraintes de l'environnement économique et des conceptions politiques des dirigeants étatiques. Pour ce qui est des instruments des politiques économiques, la politique conjoncturelle a pour but, comme on a dit, d'agir à court terme sur les indicateurs économiques pour orienter l'activité dans un sens permettant de rétablir les grands équilibres macroéconomiques. Ainsi, les instruments de politique économique privilégiés par le gouvernement sont principalement la politique budgétaire qui consiste à utiliser les recettes et les dépenses publiques de l'État pour relancer ou stabiliser le rythme de l'activité économique. Deuxièmement, la politique monétaire qui passe par la limitation du crédit et la modification des taux d'intérêt. Troisièmement, la politique fiscale qui consiste à augmenter ou diminuer les taxes et les impôts. Ainsi, une baisse de l'impôt sur les sociétés entraîne une relance des investissements, des entreprises et de la production, ce qui engendre une hausse du PIB et une croissance donc économique et permet la création d'emplois et la diminution du chômage. Une baisse de l'impôt sur le revenu ou de la TVA entraîne une hausse du revenu disponible et donc de la consommation des ménages. Par contre, une augmentation de l'impôt sur le revenu entraîne une baisse du revenu disponible et donc de la consommation des ménages. Les 3 politiques budgétaires, monétaires et fiscales peuvent être combinées pour maintenir un taux de croissance économique soutenu et un faible taux d'inflation.
Grâce au jeu du multiplicateur keynésien, les pouvoirs publics vont, à partir d'un supplément de dépenses d'investissement, relancer et stimuler la demande effective ou la consommation. Le principe est le suivant. Une dépense publique supplémentaire de l'État aura comme effet un revenu proportionnellement supérieur à la somme injectée initialement dans l'économie. L'État crée donc de nouveaux emplois et stimule la demande grâce à ses investissements publics initiaux. Cependant, les politiques économiques nationales, particulièrement de relance, sont limitées par la mondialisation de l'économie et par l'incompatibilité des objectifs économiques. Ainsi, plusieurs contraintes limitent l'efficacité de telles politiques et qui peuvent avoir aussi des effets pervers. Premier effet, c'est l'effet boule de neige. La contrainte liée à l'endettement public ou le recours à l'emprunt pour financer les dépenses publiques entraîne un effet boule de neige ou d'accumulation de la dette publique et pose un problème à long terme de soutenabilité des finances publiques. Une dette importante implique le versement d'intérêts considérables aux épargnants créanciers de l'État. Le poids de ces intérêts aggrave le déficit public et conduit à un nouvel endettement public qui, à son tour, conduira à un niveau d'intérêt encore plus important, etc. L'État peut se retrouver donc dans une situation d'insolvabilité, incapable de faire face au remboursement de la dette. Deuxième effet, c'est l'effet d'éviction. Si le déficit budgétaire est financé grâce à des emprunts auprès des agents économiques, se pose donc le problème de l'effet d'éviction. Le recours à l'emprunt provoque un déplacement de l'épargne disponible vers le secteur public au détriment des autres agents économiques. L'effet d'éviction est un phénomène qui conduit à un rationnement de la demande de capitaux des agents privés sur le marché financier du fait de la présence de l'État. Cela peut entraîner une baisse de l'investissement privé et freiner l'effet de relance impulsé par la politique budgétaire. Troisième effet, c'est l'effet Laffer. Selon l'économiste Arthur Laffer, l'impôt est une source de désincitation au travail. Trop d'impôts tue l'impôt, comme il a dit. Au-delà d'un seuil d'imposition, les individus sont incités à réduire leur activité économique. Cela a deux effets majeurs. Un frein pour la croissance économique, puisque l'activité se ralentit, et une baisse des recettes de l'État. Dans une deuxième côté. Quatrième effet, c'est l'effet Ricardo-Barreau. Selon la théorie de l'équivalence ricardienne, les anticipations des agents économiques peuvent limiter l'efficacité d'une politique budgétaire. Dans le cas d'une politique de relance financée par l'emprunt, les agents économiques anticipent une hausse future des impôts. Pour se préparer à les payer, ils vont donc épargner davantage, réduisant de ce fait l'effet multiplicateur. Les agents économiques connaissent l'ensemble des effets induits par les politiques économiques mises en place, notamment l'inflation. Ils ne seraient alors pas dupes et n'augmentaient pas leurs dépenses, anticipant la dégradation de leur pouvoir d'achat. Enfin, l'effet de la mondialisation de l'économie. Dans le domaine productif, les stratégies des firmes multinationales peuvent perturber les politiques industrielles et d'emploi des pouvoirs publics via par exemple les délocalisations. Dans le domaine monétaire, la politique monétaire peut être contrée par les mouvements internationaux des capitaux. Aussi, les
l'encouragement de la consommation des ménages peut avoir comme effet l'augmentation de la demande des produits étrangers, ce qui ne va pas relancer l'économie nationale, mais peut-être l'économie d'un autre pays étranger. Ainsi, pour résumer, dans un contexte d'internationalisation croissante des économies, les politiques de relance nationale butent sur la contrainte extérieure. Cependant, le débat demeure entre interventionnistes et libéraux toujours d'actualité. Si les premiers soulignent les effets récessifs des politiques de stabilité et considèrent qu'il faut mener une politique active de lutte contre le chômage, les seconds considèrent qu'il faut continuer à réduire les dépenses publiques et les prélèvements obligatoires. Merci pour votre attention.